m'impressionne, c'est que pour se déplacer entre les différents blocs de pierre qu'ils devaient agrafer, il fallait bien qu'ils aient une sorte de forge portative qui maintienne le métal en fusion. Ici, on retrouve le même genre d'agrafe en métal et les mêmes jointures très fines, comme celle-ci, en forme de L, qui révèle la même ingéniosité. Le Pérou? Non, le continent d'à côté, l'Afrique. Plus précisément l'Égypte, le pays des pyramides. Les 3 pyramides de Gizeh sont l'une des 7 merveilles du monde antique, l'exploit d'un peuple qui, lui non plus, ne connaît ni la roue, ni la poulie, ni la grue. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à soulever des blocs de pierre d'une centaine de tonnes à une telle hauteur? Nos ingénieurs contemporains l'ignorent. Je suis ingénieur et je peux vous dire que pour soulever des blocs de ce poids aussi haut, il faut une grue spéciale. Comment les Égyptiens ont-ils réussi alors qu'ils ne disposaient pas de ce genre d'engin, qu'ils n'avaient même pas de poulie ni de roue, juste des outils rudimentaires en cuivre? Robert Bauval pense que la grande pyramide de Gizeh était bien plus qu'un tombeau. Pour lui, elle révèle un niveau technologique prodigieux. Dans Keeper of Genesis, les gardiens de la Genèse, coécrit avec Graham Hancock, il répertorie d'autres prouesses techniques inexpliquées. Chris Dunn est un expert du forage. C'est un travail incroyable et un vrai mystère. Comment ont-ils fait ça? Le sarcophage de la chambre royale. Comment des ouvriers primitifs ont-ils réussi à faire en sorte que le sarcophage intérieur s'ajuste parfaitement au sarcophage extérieur en pierre au millimètre cube près? Une telle prouesse exige des connaissances étendues en physique. Cela reste une énigme, comme le forage à proprement parler. La méthode primitive classique consiste à utiliser un archet. On l'introduit dans la pièce avec du sable ou du diamant. Mais à mon avis, ça prend trop de temps. Ça demanderait des années de travail. Alors comment ont-ils fait? Il devait avoir des outils motorisés. Si on devait faire ça aujourd'hui, on introduirait la perceuse dans le granit à une vitesse de 5 millièmes de millimètre par révolution de la perceuse. Or, ils avançaient beaucoup plus vite que ça. Plus vite? Des chercheurs comme Chris Dunn s'interrogent sur la finalité du drôle d'outil représenté sur une frise cachée. Mais de là à imaginer une perceuse à moteur, cela semble un peu prématuré. Néanmoins, le mystère des pièces quasiment impossibles à forer reste entier. Regardez ça, cette précision incroyable. La régularité parfaite des murs de ce tombeau, destiné à des bœufs sacrés. Cela témoigne d'un degré d'habileté phénoménal. Évidemment, on pourrait aussi expliquer ça par des armées d'ouvriers condamnés à polir les murs pendant 10 ans. Mais il y a aussi un autre mystère, véritable cette fois, le mystère des vases égyptiens. Il ne s'agit pas de vases en terre comme celui-ci, mais de vases en albâtre, en basalte, ou même en diorite, qui est la roche la plus dure qui soit. Le mystère consiste en ceci. On voit bien qu'il serait facile de les évider en perçant un trou tout droit. Mais regardez la forme allongée, en bas. La technologie moderne est incapable de faire ça. Or, les anciens Égyptiens ont fabriqué des milliers de vases comme celui-ci. Certains remontent à 2000 ans avant l'origine présumée de la civilisation égyptienne. Alors, comment est-ce possible? Le mystère reste entier. Autre énigme. Comment les architectes égyptiens ont-ils pu aligner les pyramides sur les points cardinaux est-ouest et nord-sud avec une telle précision? Une précision qui dépasse même celle des architectes modernes. La Grande Pyramide semble être un modèle mathématique de l'hémisphère nord. Elle intègre le nombre transcendant pi, le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre, la base des mathématiques avancées. Il est évident qu'on est face à un système mathématique et technologique évolué. Et ce, à une époque où il n'était pas censé exister. Pour obtenir ce résultat, les architectes ont dû utiliser une pente à 52 degrés. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais les anciens Égyptiens ne sont pas les seuls à connaître pi.
Le nombre transcendant est également à la base de l'inclinaison de la pyramide de Teotihuacan au Mexique et des angles étranges que ses architectes lui donnent. Les générations suivantes surnommeront la ville la Cité des Dieux. La cité était plus grande que la Rome impériale. On voit ici une série de bassins autrefois remplis d'eau. La surface miroitante de l'eau réfléchissait le ciel et ces ondulations donnaient l'alerte en cas de séisme. De l'autre côté, ces temples sont supposés représenter les corps célestes. Tout le site semble être le fruit d'une fascination pour l'astronomie et l'éternité. Aux équinoxes, le 21 mars et le 21 septembre, les pyramides projettent une ombre géante parfaitement alignée sur l'axe. Cela en faisait des horloges parfaites pour ce peuple obsédé par la mesure du temps et la précession des équinoxes. Un peu partout sur la planète, des civilisations antiques font montre d'une connaissance pointue du ciel qui reste totalement inexpliquée. À croire qu'elles ont été renseignées par une même source. Ces civilisations sont fascinées par le soleil, les étoiles, la précession des équinoxes. Autrement dit, la lente rotation continue de la Terre qui donne l'illusion que les constellations voyagent à travers le ciel et les époques. D'après les spécialistes, les anciens Égyptiens n'avaient pas une connaissance approfondie de l'astronomie. Voici pourtant une preuve de leur fascination pour le ciel et de leur connaissance pointue en la matière. Ce sont les constellations du zodiaque, le lion, le taureau, le poisson, et ici, la constellation d'Orion. Beauval pense que l'astronomie est la clé de bien des énigmes posées par les pyramides de Gizeh. Les anciens Égyptiens voyaient dans la constellation d'Orion le dieu Osiris, seigneur des morts, des cieux et de l'au-delà. Beauval a trouvé maintes représentations du dieu bien en évidence un peu partout sur les pyramides de Gizeh. Ça, c'est un vrai mystère. Des petits conduits inclinés vers le haut. Pour les égyptologues, ce sont juste des cheminées d'aération. Mais pour les astronomes, dans l'ancienne Égypte, ces conduits étaient des passages vers Rostos, le royaume d'Osiris, ou Orion. Pour les anciens Égyptiens, Orion était Osiris, le dieu de la résurrection. Voici une reconstitution du ciel en 2500 avant Jésus-Christ. J'ai été étonné de découvrir ceci. Les conduits menaient à Orion et à l'étoile Sirius, ou Isis, épouse d'Osiris. D'après Beauval, des textes antiques indiquent que ces conduits étaient probablement utilisés lors de cérémonies secrètes pour permettre aux pharaons morts de ressusciter sous forme d'étoiles dans la constellation d'Orion. Un des textes dit que tu puisses traverser le passage sinueux, la Voie lactée, et atteindre le royaume d'Orion. D'après Beauval, Osiris a joué un rôle si central dans la conception des pyramides de Gizeh qu'elles ont été alignées sur le modèle exact des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Aussi fantastique que cela paraisse, cette corrélation n'est qu'un début. Car Beauval découvre également que les Égyptiens ont donné des noms d'étoiles à 2 autres pyramides construites à proximité. Il regarde alors une carte plus grande et découvre avec stupéfaction que c'est toute la constellation d'Orion qui est représentée au sol. Retour au Mexique. Teotihuacan présente une autre ressemblance avec les pyramides d'Égypte. Dans les légendes, cette ville est appelée la Cité des Dieux. Sa finalité semble être la transformation d'êtres humains en corps célestes. Autrement dit, la réincarnation sous forme d'étoiles. Exactement comme pour les pyramides de Gizeh, en Égypte. Voilà le secret de Teotihuacan. Mais une énigme plus grande encore se cache dans la pyramide, juste au-dessus de moi. Lors des toutes premières fouilles de 1906,
Les archéologues ont découvert une énorme plaque de mica. Aujourd'hui, on utilise le mica pour l'isolation électrique. Mais on n'a aucune idée de l'usage que les Indiens pouvaient en faire. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce mica vient du Brésil. Imaginez le défi que pose le transport d'une plaque de mica d'environ 8 mètres carrés sur plus de 3000 km. Comment ont-ils fait et pourquoi? On n'en a pas la moindre idée. Tiwanaku en Bolivie. Une autre civilisation antique fascinée par le soleil et les étoiles. Il y a un siècle, un archéologue bolivien du nom de Poznanski constate qu'au premier jour du printemps, le soleil se lève exactement au centre du temple. C'est le point de départ d'une découverte remarquable. Poznanski découvre en effet que ce temple a été conçu comme un observatoire et une immense horloge solaire. Aujourd'hui, ces alignements astronomiques nous permettent de dater